3 histoires. 3 histoires qui viennent de Reddit que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Je m'excuse, la vidéo sera peut-être un peu plus courte que ce que je peux faire en ce moment. J'ai été un peu malade ces derniers temps, du coup je reprends petit à petit. Il est probable que la prochaine vidéo soit assez conséquente. Le type de vidéo que vous aimez bien généralement. Si cette vidéo là vous plaît, que vous passez un bon moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse mon petit Instagram juste ici si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée. Me suivre là-bas, c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Je vous partage aussi de petits moments de vie de temps en temps, donc venez, c'est cool. En tout cas, merci à tous ceux qui le feront, et on est maintenant parti pour se plonger dans la première histoire. La première histoire sera le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Inès. Inès nous raconte qu'elle est âgée de 29 ans et qu'elle vit dans un appartement qui se trouve dans un coin entre guillemets malfamé de sa ville. Quand elle dit malfamé, elle veut dire que c'est pas le quartier qui est considéré comme le plus sécurisé. Donc, de par cette ambiance qui règne dans ce quartier, elle est habituée à voir des gens étranges et également des choses étranges. Elle nous dit, pour encore une fois illustrer un petit peu la chose et nous donner du contexte, qu'elle a déjà été cambriolée par le passé. L'appartement où elle vit a déjà subi une effraction, donc elle est très vigilante vis-à-vis de sa sécurité, étant une femme qui vit totalement seule. De plus, Inès est une femme qui fume, et pour éviter qu'il y ait l'odeur de la cigarette dans son appartement, d'une part parce que c'est pas forcément très agréable et d'autre part parce qu'elle a des chats, elle a pris pour habitude de fumer généralement sur le balcon quand elle le pouvait, c'est-à-dire quand il ne pleuvait pas. Donc, au moment des faits, elle était assise tranquillement sur son balcon, elle fumait. Comme elle avait l'habitude de le faire, on était au beau milieu de la nuit, elle profitait du calme qu'il y avait autour d'elle, et c'est là qu'elle a remarqué une voiture. Une voiture qu'elle n'avait jamais remarquée par le passé, et ce véhicule s'est garé dans le parking qui se trouve derrière l'appartement qu'elle occupe. De par les différentes expériences qu'elle a pu avoir, notamment le cambriolage, eh bien Inès était tout de suite sur ses gardes. Mais elle ne voulait pas avoir l'air paranoïaque, donc elle n'a pas décidé de regarder ce qu'il se passait attentivement. Elle a plutôt préféré rester assise tranquillement pour fumer sa cigarette en se disant que c'était simplement un passant qui passait par là. Il faut savoir que l'appartement où vit Inès est fait de manière assez atypique. C'est un peu comme des maisons qui s'empilent, c'est-à-dire que elle, son appartement a un jardin et il y a un accès pour aller à un appartement qui se situe au-dessus. L'appartement d'Inès lui est sur 2 niveaux, il y a le rez-de-chaussée et le premier étage. Le balcon où est Inès et où elle fume sa cigarette est au premier étage, et en dessous d'elle, elle a un petit jardin. Et elle voit qu'un individu sort justement du véhicule qui s'est garé dans le parking à l'arrière. L'individu se dirige d'une manière plutôt déterminée dans le jardin d'Inès, sauf que, de par ce jardin, on peut accéder soit au logement d'Inès, soit au logement du voisin. Inès, encore une fois, ne panique pas. Elle se dit que peut-être l'individu dans la nuit s'est trompé, qu'il voulait aller voir le voisin et pas elle. Donc de nouveau, Inès ne bouge pas. Elle attend, elle continue de fumer sa cigarette en observant assez discrètement la scène qui se tient devant ses yeux. Et elle entend les bruits de pas qui continuent et qui se rapprochent de plus en plus de sa position. Elle lève un peu les yeux au-dessus de la rambarde du balcon et là, elle tombe nez à nez avec l'individu qui était rentré dans son jardin. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il se passe. En relevant les yeux, Inès a tout de suite entendu que les bruits de pas s'étaient arrêtés et elle a croisé son regard avec celui de l'homme qui était rentré dans le jardin, qui lui avait stoppé sa marche. L'individu la regarde, Inès en est sûre et certaine, et c'est ça qui a été un élément déclencheur. Immédiatement, Inès a sursauté, elle a jeté sa cigarette sur le sol, elle est rentrée dans son logement, elle a verrouillé la porte à clé, elle s'est précipitée dans la salle de bain et elle a composé les services de secours, c'est-à-dire le 911. Elle entendait des bruits venant de l'extérieur, comme si quelqu'un essayait de rentrer dans son logement, et évidemment, vous vous en doutez bien, pour Inès, c'est la panique la plus totale. Elle patiente, elle entend que l'homme essaye de rentrer dans la maison, et au bout d'un moment, elle n'entend plus rien. Les services de secours, eux, sont en chemin, et n'entendant plus rien au bout d'un moment, Inès décide d'ouvrir la porte, très doucement pour ne pas faire de bruit, et se dirige vers une fenêtre pour regarder vers l'extérieur, fenêtre dont normalement elle pouvait voir directement sur l'accès vers sa maison. Et elle a vu que l'homme avait fait demi-tour,
repartait pour monter dans sa voiture et partir. Les services de police sont ensuite arrivés sur place, l'homme était déjà parti. Inès a fait une déposition, elle a raconté ce qui s'était passé. La police n'a pas dit qu'ils allaient enquêter plus que ça, mais ils ont simplement signalé à Inès que si jamais quelque chose se reproduit, de les rappeler et qu'ils feraient au plus vite pour intervenir. Inès, et c'est ça que je trouve assez intéressant dans cette histoire parce que dans les faits, ça s'arrête ici, pense que cet individu venait chez elle, non pas pour la cambrioler, mais pour lui faire quelque chose de bien pire. Elle ne sait pas forcément dire si elle aurait été observée depuis un moment ou quoi que ce soit, mais elle a son instinct qui lui dit que si jamais l'homme avait réussi à rentrer dans la maison, elle n'aurait probablement pas été là pour raconter son histoire de par les expériences qu'elle a pu voir et entendre dans son quartier. Elle dit que c'est pas son comportement qui a fait qu'elle a pu survivre à ces situations. Ce qui lui a permis en fait de survivre, c'est la paresse de l'individu qui voulait rentrer dans son logement. Parce qu'elle appuie bien sur un point inquiétant qui personnellement me ferait déménager, c'est que étant dans un des quartiers les moins chers de la ville, et en plus où c'est un quartier où il n'y a pas beaucoup de sécurité, eh bien tout ce qui est serrure, vitres, sont très fragiles. Donc si l'homme avait passé plus de temps pour essayer d'ouvrir la porte, peut-être avait essayé de la forcer en mettant des coups dedans, il aurait pu rentrer. Et ça je trouve que c'est quelque chose d'assez fou. Elle espère évidemment qu'en fait toute cette histoire ne soit qu'une coïncidence dans le sens où l'individu qui a voulu rentrer chez elle serait juste un homme qui avait peut-être consommé trop de boissons, trop de substances et que c'était juste quelqu'un donc dans un état second qui s'est peut-être trompé de maison plus que quelqu'un qui était venu directement pour lui faire du mal à elle. Dans cette seconde histoire, je vais vous présenter le témoignage de Théodore. Théodore raconte quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans alors qu'il était parti travailler dans un entrepôt dans la ville d'où il venait. Il nous dit, pour nous teaser un petit peu l'histoire, qu'il est parti parce que sa santé physique s'est détériorée et qu'on lui a diagnostiqué un trouble de l'anxiété suite aux événements qu'il a vécus. Tout ça pour vous dire que c'est donc quelque chose qui l'a profondément impacté. Il a commencé donc un travail le 1er avril 2018. Et non, ce n'est pas une blague. Il n'avait pas d'attente vis-à-vis du travail, c'était pas le job de ses rêves, c'était pas un job qu'il ne voulait absolument pas faire, c'était en soi un job alimentaire. Théodore n'était pas quelqu'un qui était un bourreau du travail, c'est quelqu'un qui allait au travail, faisait ses heures, était payé, rentrait chez lui. Il avait des choses à faire dans sa maison, il avait 2 enfants, donc pour lui sa vie était plus à la maison qu'au travail. En tout cas, c'est ce qu'il voulait. Il était tombé sur un bon plan, le travail n'était en soi pas très compliqué, et en plus de ça, il était plutôt bien payé pour ce qu'il avait à faire, donc il ne se plaignait pas du tout. De base, il travaillait de nuit, et sachant que ses employeurs étaient plutôt contents de lui, ils l'ont fait bouger et l'ont fait passer ensuite en équipe de jour. Mais alors qu'il travaillait encore dans l'équipe de nuit, et pour qu'on visualise bien, il nous dit qu'il était principalement seul à chaque fois, eh bien, à un moment donné, il a rencontré quelqu'un. Un certain Jeff, un collègue de travail avec qui il a sympathisé parce qu'ils avaient quelques points communs. Après l'avoir rencontré, Théodore est rentré chez lui, il a ouvert ses réseaux sociaux et il a vu qu'en ami suggéré sur Facebook, il avait ce fameux Jeff, donc il a demandé ce Jeff en ami, chose qui a été acceptée. Et c'est à partir de là que les 2 hommes ont commencé un petit peu à sympathiser, à parler de plus en plus au travail. Une relation amicale s'ensuit et devenant plus que des collègues et des amis, Jeff et Théodore commencent à se fréquenter aussi en dehors du travail et au bout d'un moment, eh bien, les choses se faisant petit à petit, Jeff a dit je vais te présenter la personne qui partage ma vie. Donc pas un rendez-vous est organisé mais une petite soirée tranquillement est organisée. Théodore rencontre il me semble pas que ce soit dit que ce soit sa femme mais sa conjointe, une femme qui était très sympathique, qui portait aucun jugement, on pouvait parler de tout avec elle, donc Théodore avait passé un bon moment. Il se disait c'est cool, j'ai rencontré un couple d'amis, c'est une bonne chose, je vais pas m'en plaindre. Théodore continue de passer du temps avec Jeff, surtout quand ses enfants sont chez leur mère parce que Théodore était séparé. Et une fois, alors que Théodore et Jeff étaient au restaurant tranquillement, ils ont commencé à parler du sujet assez tendu. Jeff commençait à se plaindre du comportement de sa conjointe. Effectivement, il lui raconte que parfois c'est vraiment la pire des saloperies. Pour illustrer la chose, il raconte qu'une fois, il avait oublié de sortir les poubelles et sa conjointe lui a dit qu'il n'avait pas intérêt à recommencer, sinon elle le poignarderait. Très étrange comme comportement. Évidemment, Théodore pense que tout cela n'est pas une blague, mais que la menace que sa conjointe a réalisée était sur le ton de la blague. C'est comme ça que lui comprend la chose, donc il se moque un peu de la situation et Jeff le regarde sans rire et lui dit « Mec, elle m'a vraiment menacé ». Et c'est en voyant que Jeff prenait la chose très au sérieux comme ça que là, Théodore s'est inquiété
et a compris la gravité de la situation. On fait un bond dans le temps de 8 mois. Rien ne s'est passé pendant ces 8 mois, en tout cas rien qui nécessite d'en parler. Théodore dînait tranquillement avec Jeff et sa conjointe, Jeff était toujours avec elle, et à un moment donné, pendant le repas, Théodore s'est souvenu de ce que Jeff lui avait raconté. Donc, devant la conjointe, il aurait peut-être pas dû, Théodore dit à Jeff: alors du coup, comment ça va vous deux depuis que tu m'en as parlé, que tu t'inquiétais? Et là, Jeff répond de manière bizarre, comme s'il cherchait un peu à fuir la question. Il dit: t'inquiète pas, c'était rien, j'étais fatigué. Mais en disant ça, il ne regarde pas Théodore dans les yeux. Bon, le reste de la soirée, Théodore a compris qu'il avait mis un petit malaise, donc il en a plus reparlé. Et le lendemain, au travail, il a reparlé à Jeff en disant: tu sais, tu peux me le dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va bien? J'ai peut-être fait une bourde, mais là elle est pas là, ta copine, tu peux m'en parler. Et là, Jeff va partager quelque chose, il va dire qu'il a dit à sa conjointe qu'il voulait rompre et qu'elle était devenue complètement folle. C'est pour dire, quand Jeff a dit à sa conjointe qu'il voulait rompre, elle a sorti une arme qu'elle a pointée sur Jeff en disant: si moi je peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Jeff a réussi à calmer les choses jusqu'à présent, mais il dit à Théodore qu'il cherche une solution et Théodore l'a rassuré en disant qu'il allait trouver, que ça n'allait pas finir en meurtre et que si jamais il y avait besoin, eh bien Jeff pouvait toujours dormir chez lui au cas où. On avance encore, cette fois-ci d'1 an. Et c'est au bout de ces 1 an que finalement Jeff a réussi à se séparer de sa conjointe qui était assez bizarre. Et au moment où vraiment il a mis fin à la relation, Jeff a encore flippé. Il a pas fait le truc le plus courageux. Ce qu'il a fait, pour éviter encore une fois une confrontation tendue, c'est qu'il a rompu par SMS. Pas très gentleman, mais est-ce qu'on peut le comprendre vis-à-vis de la situation qu'il a vécue? Je pense que il y a des choses qui penchent dans la balance. Et au vu de la réponse, il est mieux qu'il le fasse comme ça. Parce que ce que sa conjointe lui a répondu suite à ce message de rupture, c'est qu'elle va le retrouver et le tuer. À ce moment-là, Jeff ne travaillait pas, il était encore en vacances, et donc il a envoyé un message à Théodore en disant: si elle vient au travail, dis-le moi. Théodore, lui, à ce moment-là, ne savait pas du tout ce qu'il se passait. Il a juste reçu un message disant: si machin vient pour me chercher, dis-le moi. Et effectivement, la fameuse conjointe, l'ex-conjointe maintenant, est venue. Elle a demandé à Théodore où était Jeff, et Théodore lui a répondu: je ne sais pas, je pensais que vous étiez ensemble, partis en ville, quelque chose comme ça. Ils nouent un peu le poisson. Théodore, une fois que la femme est partie, a tout de suite contacté Jeff, et Jeff, lui, a appelé la police. La police a réussi à intercepter le véhicule de la conjointe, de l'ex-conjointe, et à l'intérieur, ils l'ont trouvé avec une arme à feu chargée. On avance de 2 mois plus tard. Il faut savoir que pendant ce temps-là, la femme avait été prise en charge par la police. Elle avait été emprisonnée, mais c'était pas une lourde peine parce qu'il n'y avait rien eu, mais elle avait eu quelque chose. Au bout de ces 2 mois, Jeff a parlé à son ex-conjointe et dès qu'il lui a parlé, il a ensuite appelé Théodore. Il l'a appelé pour lui dire: si j'étais toi, je prendrais quelques jours de vacances. Évidemment, Théodore, on lui annonce ça, il comprend pas pourquoi, donc il demande la raison de cet avertissement. Et Jeff répond que son ex-compagne est sortie de prison et que ses cousins sont en ville pour régler ses vendettas personnels. Et apparemment, elle avait un problème avec Théodore. Théodore a joué la carte de la sécurité. Il a pris ses enfants et il s'est accordé 2 semaines de congé. Et il a très bien fait, parce qu'au lendemain de son départ, il a appris que la femme ainsi que ses cousins sont allés dans sa ville, se sont rendus dans un appartement et ont tué 3 personnes de sang-froid. Pourquoi s'en prendre à Théodore? Alors selon ce que lui explique, c'est que il avait été invité dans un groupe Facebook. Dans ce groupe Facebook, il y avait la femme, ses cousins, je ne sais pas au nombre de combien, une personne A, B et C, et Théodore. Et les personnes qui ont été assassinées étaient les personnes A, B et C. Donc, la dernière victime qui est restée sur la liste était Théodore. Tout cela a été communiqué à la police et les cousins ainsi que la femme, l'ex-compagne de Jeff, ont été accusés de meurtre au 1er degré et ont été incarcérés. Ces événements ont entaché l'amitié de Jeff et Théodore et ça l'a rendu très méfiant vis-à-vis de ceux à qui il pourrait confier sa confiance et son amitié. Il fait très attention maintenant parce qu'il a clairement réussi en soi ici à éviter la mort et en plus, détail sordide dans l'histoire, c'est que Jeff était au courant de la fameuse liste. Il a informé uniquement Théodore, mais pas les 3 autres personnes, alors qu'il savait en fait pertinemment pourquoi cette liste avait été créée. Donc d'un côté, Jeff aurait peut-être pu, si jamais il avait prévenu les 3 autres personnes, leur sauver la vie. Et il n'a choisi de sauver que Théodore. C'est une histoire de fou, histoire incroyable. J'ose pas imaginer ce que ça doit être de se dire qu'on a évité la mort et qu'on doit son salut à un détail. Si jamais Théodore n'avait pas cru Jeff,
il aurait probablement perdu la vie suite à l'attaque. S'il n'avait jamais connu Jeff, il n'aurait sûrement jamais été impliqué dans toute cette histoire. Mais pourquoi lui, alors que selon ce qu'il nous dit, il n'a rien fait dans l'histoire, a été inclus sur la fameuse liste? Ça, on ne sait pas trop. Est-ce que la liste a été créée par des personnes qui, à partir du moment où tu as juste eu un mauvais regard, tu étais dessus? Ça, c'est difficile à dire, mais en tout cas, on ne peut être que très heureux que Théodore et ses enfants ont réussi à sortir de cette histoire. Et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi, après avoir entendu tout le récit, pourquoi Théodore a été victime de troubles de l'anxiété après tout cela. Nous allons maintenant conclure cette vidéo avec le témoignage de Mathias. Mathias nous explique qu'il a grandi principalement avec son frère et son père, sa mère étant décédée alors qu'il avait 10 ans. Au moment des faits, Mathias avait 13 ans, son grand frère 16, et il nous raconte qu'il avait pour habitude de sortir parfois jusqu'à assez tard avec ses amis. Il avait quartier libre, non pas parce qu'on lui faisait confiance, mais parce que son père était quelqu'un qui était porté sur la boisson, quelqu'un de souvent ivre, donc il ne savait même pas dire quand est-ce que son fils était là ou pas. D'ailleurs, l'état de son père faisait que souvent il invitait lui-même des mauvaises fréquentations, des gens qui abusaient de substances ou de boissons comme lui, qui étaient de parfaits inconnus. Et d'ailleurs, Mathias nous dit que souvent quand il rentrait chez lui, il retrouvait des personnes qu'il ne connaissait pas, endormies avec son père dans le salon. Mathias, lui, ne voulait pas voir ce spectacle, donc il allait directement dans sa chambre. Un jour, alors que Mathias revenait d'une sortie avec ses amis, comme il avait l'habitude, dans la nuit, il est rentré chez lui, il a traversé le salon pour monter dans sa chambre. Son père, lui, dormait dans le fauteuil, et il y avait un autre homme avec lui qui avait à peu près la cinquantaine, que Mathias n'a pas reconnu, il ne le connaissait pas. Cet homme ne dormait pas, il a eu Mathias et il lui a souri. Il a essayé d'entamer une brève conversation avec Mathias, mais Mathias lui ne répondait que très vaguement aux questions, il avait juste une envie, aller dans sa chambre. Donc Mathias finalement est monté à l'étage, dans sa chambre, il s'est mis en pyjama et il s'est ensuite dirigé vers la salle de bain pour se laver les dents et se préparer à dormir. Et alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain, dans le couloir, il est retombé sur l'homme qui avait la cinquantaine qui se trouvait précédemment dans le salon. Et l'homme lui a dit « Tu es bien jolie dans ce pyjama ». Il avait un sourire malsain. Mathias avait peur, donc plutôt que d'aller dans la salle de bain, Mathias a fait demi-tour et il a verrouillé la porte de sa chambre derrière lui. Il avait une serrure sur sa porte, heureusement, et à ce moment-là, il a peur. Il comprend que quelque chose ne va pas, que cet homme a de très mauvaises intentions à son égard. À l'intérieur de sa chambre, Mathias a traîné son lit vers la porte pour la bloquer, d'autant plus, encore plus qu'avec la serrure. Effectivement, cette serrure n'était pas très solide, on pouvait la défoncer, donc Mathias voulait avoir une sécurité supplémentaire. Et alors qu'il place son lit sur la porte, il entend des bruits de coups sur celle-ci, avec l'homme qui crie de l'autre côté « Ouvre-moi, j'essaie juste de te dire bonjour, ne sois pas impoli ». Mathias n'a pas répondu, il savait qu'il était en danger, et il entend encore que l'homme essaye d'ouvrir la porte. Mathias s'est précipité à sa fenêtre, il l'a ouverte et il a crié au travers « À l'aide, aidez-moi ». Il se trouve que un des voisins de Mathias a entendu son appel à l'aide. Il savait quelles étaient les habitudes du père, c'est-à-dire qu'il était très porté sur la boisson, donc il se disait à ce moment-là non pas que Mathias était en danger, mais que peut-être il était arrivé quelque chose à son père. Le voisin est venu, heureusement. Il a dû constater que le père dormait dans le salon, donc il est directement allé au niveau de la chambre de Mathias. Mathias, lui, n'entendait plus aucun bruit. Il a juste entendu une frappe douce sur la porte et la voix du voisin, qui était très rassurante. Mathias, lui, était recroquevillé dans un coin de sa chambre, en boule, totalement paniqué. Le voisin a réussi à rentrer dans la chambre, non sans mal, et il a retrouvé Mathias. Il a d'abord pensé qu'il était blessé, et quand Mathias lui a expliqué ce qui s'était passé, là, le voisin l'a pris dans ses bras et l'a rassuré. Mathias avait très peur car il savait que cet homme pouvait revenir à tout moment, à un moment où le voisin ne serait peut-être pas là, sachant que son père était incapable de le protéger. Et c'est d'ailleurs tout ça qui fait que Mathias en a beaucoup voulu à son père. Son père n'a jamais été assez sobre pour que Mathias puisse lui expliquer ce qui s'était passé. Donc ça a été une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En compagnie du voisin, Mathias a contacté les services sociaux et Mathias a été placé chez sa tante jusqu'à ses 16 ans, là où il a été beaucoup mieux. C'est là que son témoignage s'arrête. C'est un témoignage très dur de se dire qu'un membre de notre famille qui aurait dû nous protéger ne l'a pas fait, non pas parce qu'il n'était pas en état physique, parce qu'il était blessé ou quoi, mais juste à cause de la consommation ici d'alcool. Je trouve que c'est quelque chose de très triste dans cette histoire. Si le voisin n'avait pas été là, si Mathias n'avait pas bien réagi, il est fort probable que l'homme qui se trouvait dans la maison, l'homme de 50 ans, aurait abusé de lui et aurait complètement
ruiné sa jeunesse. Déjà que ce souvenir a dû avoir un impact, et on a eu un d'ailleurs sur sa vie, vu que c'est ça qui a fait que derrière qu'il a quitté son père, mais ça aurait pu avoir un tout autre impact si jamais le voisin n'avait pas réagi à temps. En tout cas, Mathias a partagé son histoire, il a l'air d'avoir réussi à vivre sa vie derrière, donc nous c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, qu'il trouve le bonheur dans chacune de ces journées. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 3 threads d'horreur. J'espère que ce sont des histoires qui vous ont intéressé, on a eu un peu de tout. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi j'ai aimé vous partager ces histoires, j'aurais pas aimé les vivre évidemment. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse de nouveau mon Instagram ici si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée, si vous souhaitez me suivre, c'est avec plaisir que je vous retrouve là-bas. Merci à tous ceux qui le feront. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!